Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des matières premières et même plus précisément de Trump et des matières premières. Benjamin Louvet, directeur de la gestion matières premières chez Ophi Invest Asset Management, est à mes côtés ce soir. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Grégoire. Bon, j'imagine que sous Trump, au moins on peut être convaincu que l'offre de pétrole ne manquera pas. Oui, en fait, on n'avait pas besoin de ça. Je vous rappelle que l'Agence internationale de l'énergie a communiqué ce matin en disant que l'année prochaine, malgré, même en anticipant que l'OPEP+ ne remettrait pas sur le marché le pétrole qu'elle avait décidé d'enlever, eh bien, on aurait probablement un surplus de production de l'ordre d'1 million de barils par jour l'année prochaine. Ouais. Et c'est important dans le cadre de l'arrivée de Trump, parce qu'il avait un de ses mantras pendant la campagne, c'est « drill, baby, drill ». Fort, bébé, fort. Donc, il va être un soutien des énergies fossiles, bien évidemment, et du pétrole en particulier. La question, c'est est-ce que ça va vraiment être suivi d'effets ? Parce qu'il faut bien dire que sous Biden, il y avait des événements en faveur des énergies renouvelables, mais on n'a pas forcément plus contraint que ça les producteurs d'énergie fossile, qui se sont contraints eux-mêmes. Je rappelle que, et d'ailleurs ça date de la précédente mandature de Trump, à partir de grosso modo 2018, pendant des années, le pétrole de schiste commence aux États-Unis en 2008, parce que le cours commence à rendre cette activité rentable, qui est connue depuis très longtemps, mais qu'on n'exploitait pas jusqu'à... À $100, ça a relâché les esprits animaux du shale américain. Exactement, mais pendant des années, à partir de 2008, on a fait de la productivité à tout va, on a augmenté la production, c'était facile de trouver des financements, et on promettait des revenus. Et puis en 2018, les investisseurs ont commencé à dire... Donc ça va bien, on vous donne de l'argent, mais on a de la productivité, mais on n'a pas de rentabilité. Donc maintenant, il faudrait changer ça. Et on a commencé à rationaliser la production pour la rendre rentable. Et aujourd'hui, même les producteurs de schiste vous disent eux-mêmes, je ne vais pas augmenter ma production de plus de 5% par an pour ne pas tuer mon business. Et puis, accessoirement, parce qu'il y a aujourd'hui une offre de pétrole qui est suffisante pour pouvoir faire face aux besoins. Donc je ne suis pas certain que l'arrivée de Trump change beaucoup de choses. Et puis, ils sont rationnels. S'ils produisent plus de pétrole, le prix va baisser. Ah bah bien sûr. On a déjà trop. Ah bah bien sûr. Donc à ce moment-là, ils seront plus rentables. Donc il faut... Donc il y a un comportement rationnel quand même, vous dites, des acteurs du shale qui, malgré le drill, baby drill de Trump et des permis de forage qui vont être distribués à tire-larigot, j'imagine, il y a quand même une rationalité économique qui s'est installée chez ces acteurs du shale qui va quand même aussi protéger un petit peu le relâchement de l'offre, quoi. Je crois que ce que Trump veut dire quand il dit drill, baby drill, c'est on ne fera pas d'efforts sur notre production de pétrole, on ne va pas sacrifier notre avantage économique lié à des prix de l'énergie peu chers. L'énergie coûte beaucoup moins cher aux États-Unis qu'en Europe, par exemple, pour la transition énergétique. Et en cela, on est déjà en fait dans ce schéma-là. Il ne faut pas oublier aussi que la production de pétrole aux États-Unis progresse. Aujourd'hui, c'est le premier producteur mondial. La production de gaz aussi, et que c'est un avantage compétitif énorme pour les États-Unis. Je rappelle juste une chose, les émissions de CO2 aux États-Unis n'ont pas moins baissé lors de la précédente ère Trump que pendant les autres présidents. C'est même le record de baisse des émissions de CO2, la précédente mandature de Trump. Mais il a eu un petit coup de pouce, c'est malheureux de le dire comme ça, mais c'est que le Covid est tombé pendant sa mandature. Oui, ça tombe pendant ces 4 années de mandat. Mais quand on regarde les autres années, il ne fait pas ni mieux ni moins bien que les autres présidents américains, parce que la baisse des émissions aux États-Unis vient surtout du remplacement du charbon par le gaz de schiste. Est-ce qu'il faut imaginer une guerre des parts de marché entre les États-Unis et l'OPEP+, et notamment le cœur de l'OPEP, l'Arabie Saoudite ? C'est-à-dire que même si je comprends que la rationalité économique des acteurs du shale américain va pas les pousser forcément à relâcher toute l'offre possible, il y a quand même l'idée côté saoudien que les États-Unis ont pris des parts de marché, pendant que eux s'astreignaient à essayer de mettre en place une politique de quotas qui est en train de prendre l'eau, et tout le monde ou tout le marché se demande si les Saoudiens vont pas à un moment capituler, craquer, en disant attendez, moi je vais gérer mes parts de marché, et puis les autres faites ce que vous voulez. C'est possible, mais à ce moment-là, ils remettront sous les témoins le pétrole de schiste américain. Mais au-delà de ça, il faut quand même avoir conscience de plusieurs choses, Grégoire. D'abord, le pétrole n'existe pas. Il y a plein de pétroles différents. Et le pétrole de schiste est un pétrole très léger qui ne convient pas à toutes les raffineries, et notamment les raffineries américaines. C'est pour ça que Barack Obama a dû, en 2015,
arrêté l'interdiction d'exportation de pétrole, parce qu'il y avait trop de pétrole déjà, on ne savait plus quoi en faire. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le pétrole WTI, qui était considéré avant comme de meilleure qualité, vaut moins cher que le pétrole Brent. C'est de là que ça vient. Donc il y a ce premier problème qui est un problème de qualité. Et puis le deuxième problème, je le disais, c'est que les acteurs américains sont des acteurs privés, qui ont un objectif de faire de la rentabilité. On l'a bien vu pendant la crise du Covid. Qui a coupé la production ? Ce n'est pas les producteurs américains, c'est l'Arabie Saoudite. Sûr, et donc si l'Arabie Saoudite décide de remonter sa production, eh bien les producteurs américains seront obligés quelque part de limiter leur croissance parce que les prix ne leur permettront plus d'être rentables. Donc on a, je pense, pas trop d'inquiétude à se faire au niveau de ce drill baby drill de Monsieur Trump. Et donc en termes d'équilibre de prix, qu'est-ce que ça donne grosso modo clairement, aujourd'hui, le pétrole est sous pression. On voit que l'OPEP veut depuis un moment remonter sa production et n'y arrive pas. Ils ont reporté encore. Ils ont reporté encore. Et on a aujourd'hui clairement des attentes de surplus de production. Pourquoi aussi ? Parce que vous avez certains pays qui étaient des gros pourvoyeurs de croissance de la demande de pétrole, notamment la Chine, qui le sont de moins en moins, notamment parce que la Chine avance sur la transition énergétique. S'électrifie. De plus en plus de macroéconomistes me disent que ça se voit. C'est-à-dire que dans le shift de la demande du fossile vers l'électrification, on voit de plus en plus, et ça se retrouve en tout cas de plus en plus structurellement dans l'affaiblissement de la demande de pétrole. La qui Chine, continue de progresser, la demande de pétrole. La Chine a installé en 2023 plus de panneaux solaires que le monde entier, Chine incluse, en 2022. La Chine a 6 ans d'avance sur son programme de déploiement des énergies renouvelables. Sur son plan net zéro, elle a 6 ans d'avance, elle est déjà à 2030. La Chine, je pense, a compris que si elle avançait sur les énergies renouvelables, elle obtenait son indépendance énergétique. Elle n'avait plus besoin de dépendre du pétrole d'un tel, du gaz d'un tel. Et donc, ils accélèrent énormément. Pour la première fois au 3e trimestre cette année, depuis la crise Covid, les émissions de CO2 en Chine ont baissé parce que la production de renouvelables a augmenté. J'entends. Voilà, donc et ça, clairement, avec ou sans Trump, la Chine est embarquée dans ce voyage, l'Europe est embarquée dans ce voyage. Le facteur Trump ne changera rien à cette tendance, parce qu'on sait qu'il va dire pique-pendre évidemment sur le green, le climat, etc. Il va avoir des forces de rappel. Le patron d'Exxon lui a déjà demandé de ne pas toucher à l'Iran. Méthane. Oui, pourquoi ? Parce que les producteurs de pétrole utilisent aussi l'IRA pour travailler sur la décarbonation du secteur pétrolier, et notamment sur la capture de CO2. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous avez d'autres problèmes. Toucher à l'IRA, ça nécessite un accord du Sénat. Trump a la majorité au Sénat. Il a 53 sénateurs. Mais il faut la super majorité pour bouger l'IRA. Et la super majorité, elle est à 60 sénateurs. Et donc ça ne marchera pas. Au-delà de ça, la plupart des États qui ont profité de l'IRA sont des États républicains, où on a créé de l'emploi. Vieux politicien Biden qu'on apprend à faire la grimace. Et puis deux autres éléments. Qui est le premier soutien de Trump ? Le plus visible. Elon Musk, oui. Il fait quoi, Elon Musk ? Il fait des voitures électriques, des panneaux solaires et du stockage sur batterie stationnaire. Donc là encore, on a un autre problème. Et puis dernier point... La question, est-ce qu'il va mettre fin aux subsides, aux subventions pour l'achat de véhicules électriques, il peut, par exemple. Mais ça créera des surcoûts qui vont retarder la transition vers le véhicule électrique. Ça rendra encore plus cher la transition. Mais il faut qu'il garde quand même en tête une chose qui est très importante pour moi et qui est vraiment le point central. Trump est pragmatique. Qu'il le veuille ou non, on va vers une économie décarbonée et donc vers plus de panneaux solaires, plus d'éoliennes, plus de voitures électriques. S'il décide de ne pas aider ces industries aux États-Unis, il laisse le champ libre à la Chine. La Chine, aujourd'hui, fait 80% des précurseurs des panneaux solaire, l'essentiel des précurseurs des éoliennes, la quasi-totalité des batteries sont produites en Asie. S'il fait ça, il laisse le champ libre aux Chinois. Je rappelle juste une dernière chose, les États-Unis dépendent encore, pour 16 métaux, à plus de 50% de la Chine. Donc la Chine a des moyens de rétorsion. Pour l'instant, elle a mis des licences d'export sur 2 métaux, le gallium et le germanium, mais elle n'a pas restreint les exportations. Mais c'était un signal d'alarme. Les prix ont monté. Ces métaux sont indispensables, notamment pour les technologies militaires. Pour l'instant, les États-Unis dépendent encore très franchement de la Chine. Donc il y a un rapport de force qui s'installe et qui n'est pas aussi évident que ça. Et je pense que Trump, avec toutes ces vociférations, ne changera pas forcément en 4 ans la trajectoire des États-Unis. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a une fédération. La Californie, pendant l'ère Trump, n'a pas arrêté de développer des éoliennes, des panneaux solaires. Et le Texas, c'est le premier producteur d'énergie renouvelable aujourd'hui aux États-Unis. Donc on a quand même des forces de rappel qui font que, quelque part, je ne suis pas
trop inquiets. Et ce n'est pas sur les États-Unis qu'on compte le plus en matière de transition énergétique. Aujourd'hui, ça se passe en Asie. En Europe, ça se passe aussi un peu aux États-Unis, mais c'est pas parce que Trump changera quelques petites choses, parce qu'il sera limité, comme je viens de vous l'expliquer, que la transition s'arrêtera aux États-Unis. Non. Et pour l'Europe, ça peut même être peut-être un accélérateur. Enfin, je veux dire, ça pourrait pousser encore un peu plus il laisse le champ l'urgence, mais aussi aux Européens qui peuvent essayer de rattraper des parts de marché qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Merci beaucoup Benjamin. Merci d'être venu évoquer ce compartiment des matières premières, les enjeux de la transition énergétique et bien sûr le sujet du pétrole sous une administration Trump. Benjamin Louvet, directeur de la gestion de matières premières chez Ophi Invest Asset Management, était l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.